Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'économie, Sophie Larmoyer pour l'international, Géraldine Vosner pour le vrai faux. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Axel, vous n'allez pas vous faire que des amis ce matin. Non. Vous allez nous parler de la Corse. La Cour des comptes dénonce fortement les privilèges fiscaux de la Corse. L'île bénéficie d'exemptions bicentenaires sans fondement juridique, c'est ce que dit la Cour des comptes. Exactement, oui, il y a des petits avantages en Corse. Alors, exemple, vous savez que le vin produit en Corse, il n'y a pas de TVA dessus. C'est un cadeau qui avait été octroyé en 1967 par Michel Debré, alors ministre des Finances. C'est un cadeau qui ne devait durer qu'une année, ça fait 50 ans que ça dure. D'accord. De la même façon, le paquet de cigarettes est moins taxé en Corse. Je ne sais pas si vous y êtes allé, il est à 5 €, alors que sur le continent, il est à 7 €. En fait, pour la Cour des comptes, c'est pas tant un problème, c'est autant un problème de manque à gagner en recettes qu'un problème d'égalité des Français devant l'impôt. Alors, ce que vont vous dire les Corses, c'est que la Corse est une île et que donc il faut compenser le coût d'acheminement. Oui, alors ça c'est ce qu'ils expliquent. Alors c'est vrai pour l'essence, par exemple, il y a moins de TVA, mais bon, elle est plus chère. En revanche, sur les cigarettes, avouez que l'argument est moins pertinent. Et puis surtout, le problème de ces privilèges, c'est que ça alimente des petits trafics. Par exemple, en Corse, il n'y a pas de taxe à l'essieu sur les camions. Il n'y a pas de taxe. Du coup, qu'a-t-on vu se développer ? Eh bien, les transporteurs routiers du continent venaient exprès en Corse pour faire immatriculer leurs camions et éviter ainsi la taxe, et puis ensuite y rouler sur le continent. Donc, depuis 2011, ce privilège sur pas de taxe à l'essieu est réservé exclusivement aux camions qui roulent en Corse. Mais justement, la Cour des comptes demande la fin de ces privilèges. Il y a autre chose également que dénonce la Cour des comptes dans ce rapport, c'est la Cour des comptes, je précise, le recouvrement Axel de l'impôt. qui n'a pas envie d'être accueilli chaudement quand il ira en Corse la prochaine fois. Je vais terminer avec une petite douceur sur les Corses, allez voir. Donc voilà, la Cour des comptes dit l'impôt est moins bien prélevé, les entreprises sont 4 fois moins contrôlées. Alors on va quand même pas se fâcher avec les Corses. Il y a un point positif, figurez-vous que jusqu'en 2012, il n'y avait pas de droit de succession en Corse. Et bien c'est fini depuis 2012. Enfin, il y a toujours une ristourne de 50%, mais qui doit théoriquement, je suis prudent, théoriquement disparaître définiquement en 2018. Et en Voilà, même à temps, suivre. c'est le plus beau, j'allais dire le plus beau pays, mais si je dis ça, ça va être interprété politiquement. C'est le plus beau territoire du monde, la Corse, quand même. On dit souvent que tout bon vin ce qui est sans TVA. beau dans le monde se retrouve concentré sur la Corse. Voilà, c'est Axel de Tarlet si vous le cherchez. On va en Syrie. La trêve entrée en vigueur hier soir en fin de journée pourrait être la dernière chance de sauver le pays. Sophie Larmoyer, c'est le secrétaire d'État américain John Kerry qui dramatise un peu cet enjeu. Les armes se sont tues et c'est globalement calme, on va dire, ce matin. À part quelques roquettes tirées dans le sud juste après le début de la trêve à 19h locale, le cessez-le-feu semble avoir été respecté pour cette première nuit. On se souvient que la dernière trêve fin février avait volé en éclats les aviations syriennes et russes ayant immédiatement violé le cessez-le-feu. Mais cette fois, les Russes et les Américains se sont accordés, non sans mal. Ils se sont mis d'accord sur les groupes djihadistes qui sont exclus de la trêve, le groupe État islamique et le groupe Fatah al-Sham. Mais surtout, ce qui est complètement inédit, c'est la collaboration militaire prévue entre eux, avec un centre de mise en œuvre conjoint qui sera installé à Genève pour, dans un premier temps, partager leurs informations sur les cibles potentielles à bombarder, les cibles djihadistes. Cette collaboration commencera dans une semaine si la trêve tient. Bon, sauf que sur le terrain, Sophie, les groupes opposés à Bachar el-Assad sont extrêmement imbriqués, notamment avec les djihadistes qui seront visés. C'est pas simple de faire le tri. C'est vrai, c'est le problème. Dans plusieurs zones, ils sont alliés contre le régime. C'est pourquoi John Kerry a demandé aux rebelles dits modérés de se désolidariser des djihadistes sur le terrain pour ne pas être la cible de futures frappes. Pas sûr du tout que les opposants au régime aient envie de prendre ce risque. Hier soir, ils disaient leur refus que leurs alliés du front Fatah al-Sham, qui tiennent tête militairement à Damas, soient bombardés. Les positions sont donc très, très fragiles. Alors depuis mi-juillet, Russes et Américains ont multiplié les rendez-vous. On se parle, c'est déjà ça. L'ONU réclame une trêve humanitaire depuis le début de l'été. Pourquoi cet accord, même bancal, deviendrait possible maintenant ? Est-ce qu'on peut y croire ? Parce que maintenant, les Russes et les Américains ont intérêt à ce que ça marche. Les Russes ont réussi à revenir sur le devant de la scène aujourd'hui. Ils sont des partenaires incontournables d'une solution. C'est ce que voulait Poutine. Et puis, vous aurez remarqué qu'ils ont attendu que Damas reprenne le dessus à Alep sur les rebelles pour conclure avec les Américains. C'était la semaine dernière. Quant aux Américains, justement, l'équipe d'Obama est en fin de mandat. Mieux vaut arriver à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine à New York avec un début de plan pour la Syrie. Il soigne son bilan. Voilà. L'objectif affiché, c'est que cette trêve soit une marche vers la reprise des discussions politiques, mais vu le nombre d'acteurs impliqués, leur divergence profonde, la méfiance surtout affichée et les incertitudes de l'accord de trêve, il n'y a pas grand-chose qui permette d'être optimiste sur le moyen terme. Si ce n'est qu'après quelques heures, cette petite trêve semble déjà tenir, ce qui n'est pas si mal. Pour des raisons humanitaires, au moins, ça peut aider 50 boucheries et des victimes qui se comptent en centaines de milliers près en de Syrie. 300 000. Voilà. Le vrai faux de l'info tout de suite.
C'est avec vous, Géraldine Voster. Ce matin, ce sont les propos du patron de la CGT, Philippe Martinez, que vous passez au crible. Le patron de la CGT, très remonté hier, avec vous d'ailleurs, contre Emmanuel Macron, qui l'accuse d'avoir laissé tomber Alstom en démissionnant quelques semaines avant l'annonce de la fermeture du site de Belfort. Il y a besoin de redéfinir, et le gouvernement a la main, quelle politique de transport dans ce pays, en favorisant non pas les autocars, mais le transport ferroviaire. C'est ça ce que paye Alstom aujourd'hui, vous pensez ? Mais évidemment. On sabote. C'est les cars Macron qui ont tué Alstom ? Entre autres. Alors, les cars Macron ont tué Alstom, évidemment, l'argument fait mouche comme ça, mais c'est vrai ou c'est faux ce qu'affirme Philippe Martinez ? C'est faux, Thomas, et même l'affirmation n'a aucun sens quand on regarde les chiffres. Les cars Macron, c'est quoi ? 1100 liaisons ouvertes depuis leur lancement en août 2015, 3 400 000 voyageurs transportés jusqu'au mois de juin, moins d'une ligne sur deux double une ligne de train existante, et puis il faut voir les flux dont on parle. Le car, c'est une paille au regard des masses que transporte le rail. Tenez un exemple. Dans le top 3 des lignes les plus fréquentées par les cars Macron, le trajet Paris-Lyon, 94 000 passagers transportés sur 11 mois contre 40 millions pour les trains sur le même parcours. 94 000 en car et 40 millions en train. Exactement. On ne peut pas dire que l'écart est rongé des parts de marché au point de freiner les commandes. Mais on n'est qu'au début du processus, Géraldine. Est-ce que cela pourrait changer ? C'est possible. Ça prendra des années et il y a des garde-fous. Pour les lignes de moins de 100 km qui pourraient concurrencer les TER, l'autorité de régulation, c'est la loi, peut interdire aux cars de rouler. Et selon la Fédération nationale des transports de voyageurs qu'on a contactée hier, aucune ligne de train n'a été fermée pour l'instant à cause de cette concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'impact. En Europe du Nord, les cars ont capté 20% du marché ferroviaire, mais on en est très loin en France et les opérateurs du rail ont le temps de s'adapter. Ils le font déjà d'ailleurs. La filiale d'autocars de la SNCF, Ouibus, est le leader du secteur. Axel. Et puis ce qui se passe, c'est que les cars ont exercé une pression à la baisse sur les prix parce que le car était 3 fois moins cher que le train. Et du coup, c'est vrai que la SNCF a dû baisser un petit peu le prix de ses billets. Et ça joue évidemment sur le résultat de la SNCF Voilà, et sur le exactement, et sur climat sa général. capacité à À long investir. terme. Qui a déjà pris un bus à la place d'un train ? Petit sondage ? Non. Beaucoup, Non. moi, en Amérique du Nord. Aux États-Unis. Ah oui, Bien sûr. évidemment. Merci à vous les experts et à demain matin.